Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de data tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lamar pour vous présenter les Big Four, c'est-à-dire la phase finale des championnats de France avec la sélection du capitaine de l'équipe. On avait découvert ton visage lors du top 8, c'est-à-dire le dernier tournoi qu'on avait fait en live sur la chaîne. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Et bien du coup, Robin Lamar, joueur de Warhammer 40 000 et de Wargame, alors de Wargame depuis que je suis petit. Donc j'ai commencé avec Seigneur des Anneaux un peu comme tout le monde. Après j'ai fait une longue coupure et j'ai commencé 40 000 il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. En sachant que moi je viens pas de Paris, mais en arrivant sur Paris, je me suis mis du coup à jouer à Warhammer 40 000 et à rencontrer des gens. Et en fait très vite je me suis mis au compétitif parce que c'est cet aspect-là du hobby qui me plaît le plus, couplé à la peinture et à la collection. Et ensuite j'ai commencé à jouer Drukhari avec une petite force de 1000 points. J'ai fait mes premiers tournois, c'était compliqué. Et très vite en V8, je me suis mis au culte de Jay Stealer, qui est un peu mon armée de corps encore aujourd'hui avec mes sorts de bataille. Et j'ai fait du coup très vite du tournoi. Au bout de 6 mois, j'étais au D1 il y a 2 ans et demi. Et en fait, j'ai rencontré les semi-croustillants. Certains que vous connaissez déjà, je pense à Manoué, qui est du coup aussi président de la FEC. Et donc en fait, via ces contacts aussi, je me suis mis à être intéressé à organiser, à participer à la communauté, donc arbitrage dans un premier temps. Puis ensuite dans l'organisation d'événements et aujourd'hui je suis aussi au bureau de la FEC, d'où la double casquette. Yes, donc tu as parlé de la FEC, la Fédération 40K. Historiquement, cet organisme a pour but justement de sélectionner le capitaine de l'équipe de France et aujourd'hui elle a un champ qui est beaucoup plus large puisqu'elle aide même les associations à organiser des tournois, elle contacte directement l'organisme qui est le WTC, c'est-à-dire l'organisme qui pilote les championnats du monde, qui traduit certaines conventions, qui a mis aussi justement en place une page Facebook qui est Tournoi 40K, qui a pour but justement de donner de la visibilité aux événements et aux associations. Là, aujourd'hui, on va présenter justement certaines listes de ce qu'on a appelé le tournoi, le Big Four. Il faut savoir qu'en France, on a la chance, grâce à la FEC, d'avoir justement des championnats de France qui sont répartis sur 3 divisions. Chaque division va contenir un certain nombre d'équipes et les 2 meilleurs de chaque saison montent en division supérieure. Malheureusement, les 2 en dessous diminuent aussi. Mais oui, il faut qu'il y en ait qui rentrent, il faut qu'il y en ait qui descendent. Et aujourd'hui, justement, on va parler du Big Four. Le Big Four, c'est un événement qui regroupe les 4 meilleures équipes de la division 1 qui vont s'affronter en jouant justement toutes les équipes contre toutes les équipes sur 2 jours, à l'issue duquel sera sacré le capitaine de cette équipe avec la casquette de sélectionneur de l'équipe de France. Là, je viens de parler notamment de division. Vous appelez ça des ligues. Elles sont au nombre de 3. Est-ce que tu peux un petit peu en parler ? Alors du coup, on a divisé cette fois-ci le circuit de tournoi français en 3 ligues. Donc il y a la Ligue 3 qui est la ligue très régionale où le but c'est d'aller en fait découvrir un peu le système compétitif en équipe de 6, donc un format un peu plus restreint que les formats de 8. Plus accessible, ouais. Qu'on voit en Ligue 1, qu'on voit en Ligue 2, qu'on verra au Big Four. Donc très accessible et régionalisé, c'est-à-dire typiquement il y a une Ligue 3 Normandie, une Ligue 3 Nouvelle-Aquitaine, une Ligue 3 Grand Est. Ça permet en fait d'affronter les équipes du coin et pourquoi pas de monter. Donc les 2 meilleures équipes de Ligue 3 vont monter en Ligue 2, la Ligue 2 qui est séparée en 2, il y a 2 Ligues 2, donc une Ligue 2 Nord, une Ligue 2 Sud, avec forcément pour éviter de faire Calais, Perpignan toutes les 2 semaines. Et les 2 gagnants de ces Ligues 2, donc une du Nord, une du Sud, montent après en Ligue 1, qui sont objectivement les 6 meilleures équipes par le classement de France. Et donc les 4 meilleures équipes de cette Ligue 1, c'est-à-dire celles qui sont restées l'année précédente dans la Ligue 1, s'affrontent lors du Big Four, qui est le gros événement compétitif de l'année, en tout cas en France, et qui permet du coup de sélectionner, en tout cas de nommer un sélectionneur via ce système de poutre plutôt qu'un système d'élection par exemple. Yes, donc vous avez voulu un système de méritocratie, non pas justement sur la démocratie, mais plus vraiment sur la personne la plus compétente au sein du jeu, du méta et aussi du pilotage d'humain, puisque c'est le capitaine de son équipe. Tout à fait. Le Big Four, ça va donc être représenté par 4 équipes. C'était les meilleures équipes, non pas de 2021, puisque à cause du Covid, il n'y a pas eu énormément d'événements, mais de la saison dernière. On va retrouver l'équipe des semi-croustillants. Est-ce que tu peux un petit peu présenter cette équipe? Du coup, les semi-croustillants qui sont l'équipe dans laquelle je suis joueur, dans laquelle je participe pour ce Big Four. Les semi-croustillants, c'est une très jeune équipe dans le sens où elle a tout juste à peu près 3 ans, un petit peu. En fait, ça arrivé à peu près au moment où moi j'ai commencé le 40 000. Du coup, c'est une jeune équipe principalement parisienne qui est guidée par Per Castor, qui est du coup notre capitaine sur cet événement. Et donc, c'est notre 2e participation à un vrai événement sélectionnant le capitaine d'équipe de France, puisqu'on avait participé au D1 de la dernière saison, ce qui fait qu'aujourd'hui on revient pour challenger cette position. Yes, vous êtes principalement parisien, Île-de-France ?
Ouais, très principalement parisien. On a quelques éléments dans l'ouest de la France, mais principalement parisien. Yes, la deuxième équipe présente, ça va être l'équipe des Bisounours. C'est l'équipe historique de France. Elle a plus de 10 sélections au championnat du monde. Elle est constituée de certains joueurs que vous avez déjà vus sur la chaîne, comme notamment Aretas, qui est aujourd'hui le capitaine de l'équipe de France. Ensuite, on va retrouver justement le Cartel. Qu'est-ce que tu peux dire sur eux? Alors le Cartel, c'est une équipe qui vient d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est gérée par Sven, qui est un ancien de la vieille. J'ai l'impression qu'il joue depuis que je suis né. Donc il gère cette équipe-là depuis de nombreuses années. Je crois qu'il a toujours été dans cet événement-là du sélectionneur. En sachant que la dernière fois qu'il a participé, il a fini 2e. Donc c'était vraiment la 2e meilleure équipe de France. Et donc ils reviennent cette année pour montrer de quel bois ils se chauffent. Et la dernière équipe justement de ce Big Four, c'est les Paris United Alpha. Alors ça s'appelle Paris United puisque historiquement c'était, on va dire, un groupement de joueurs qui était issu d'Île-de-France. Maintenant c'est complètement différent, ils avaient plusieurs équipes. Là c'est la partie Alpha qui est pilotée par LOL, que vous avez déjà vu sur la chaîne, et qui est un regroupement de joueurs vraiment de toute la France, avec un gros noyau, on va dire, en Normandie, ou en tout cas voilà, dans l'est de la France. Non, dans l'ouest. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ce paysage en fait de 4 équipes? Mine de, il y a quand même un sacré gros niveau. On a les Bisounours qui sont ultra favoris parce que c'est eux qui ont la ceinture depuis plus de 10 ans maintenant. On a, comme tu l'as dit, les Cartels qui sont arrivés 2e, qui ont créé une belle surprise l'année dernière. Ouais, donc c'était très sympa de voir cette équipe qui arrive systématiquement avec un méta relativement frais parce que justement pas consanguin Île-de-France. non mais c'est vrai, ils arrivent avec des concepts qui sont toujours super intéressants. Vous avez les Smic Océan qui sont jeunes mais qui ont les dents qui règlent le parquet. Exactement, au bon sens du terme. Et là, les Paris United, c'est un petit peu l'équipe des Avengers, c'est-à-dire qu'ils ont que des gros joueurs, on va dire, pris justement à l'unité, qui se regroupent juste là, pilotés par LOL. Comment est-ce que toi, tu perçois justement ces 4 équipes? Parce qu'il y en a qui font plus peur que d'autres, non pas au niveau du skill individuel, mais justement au niveau de ce qu'ils ont cerné comme étant le méta à contrer, ou en tout cas à conquérir. Ça c'est beau, contrer ou conquérir le méta. Oh putain, waouh. Alors déjà, ce que je trouve super intéressant avec ces 4 équipes-là, c'est que chacune est venue avec ses propres créations, avec beaucoup d'originalité. Je pense que ça a été favorisé par l'acceptation de la data slate juste avant l'événement, qui a un peu rebattu les cartes d'un méta qui commence à se faire vieux de plus de 6 mois. Et du coup, on a vraiment des concepts très novateurs qu'on va présenter juste après dans la gestion des listes. Pour parler un petit peu plus des équipes, les spécificités, je dirais typiquement les Bisounours, c'est ceux qui ont le plus d'expérience et ils sont arrivés avec un méta très véhiculé, avec beaucoup de réduction de dégâts. Je pense qu'ils ont un peu vu ces multi-dégâts qui se développent partout dans la méta et ils ont vraiment basé leur gameplay là-dessus. Qui permet de stabiliser aussi, en fait, de prendre moins de risques, en fait, peut-être moins indépendant, en tout cas d'être plus tanky, en tout cas sur table. Et ils ont fait vraiment le rôle de la résilience, en tout cas ils ont pris ce parti pris-là, ce qui n'est pas le cas par exemple des PU qui ont pris plus dans certaines listes un enjeu de destruction plus que de résilience. Mais on a vraiment des concepts très différents, avec des listes très différentes, des joueurs qui vont pousser leur concept jusqu'au bout, même des totales nouveautés, des surprises. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant et c'est ce qu'on veut voir à ce niveau de compétition. Pour entrer dans le dur de la présentation de ces listes, et je précise qu'elles seront toutes, en tout cas il y aura un lien en description pour les atteindre, on va commencer par l'analyse d'une liste du cartel du joueur Zig, qui est un joueur sort de bataille, tout comme nous. Et oui. Voilà. Donc là pour le coup, il joue un seul détachement qui va être en cœur valeureux, c'est-à-dire qu'il ignore la PA-1 et il la diminue de 1, notamment la PA-2, ça veut dire qu'elle diminue uniquement sa sauvegarde d'armure de 1, dans lequel on va retrouver tout simplement Morvenval, une chanoinesse, on va retrouver Ephrael Stern, et Kiganil, donc là c'est quand même ultra exotique comme choix. Très stylé. On va retrouver une Palatine, 3x5 Sista, 10 Célestes, 10 Célestes, 10 Célestes, une Dogmata, une Hospitalière, 2 packs de Dominion avec à chaque fois des Bolter Storm pour le petit stratagème qui permet de faire de la mortelle et surtout le mouvement d'avant-game dans son transport. Bien évidemment, on va retrouver aussi 2 escouades de Rétributor full multimeta, une escouade de Rétributor lance-flamme, aussi pour avoir une énorme projection, s'ils décident de les mettre dans le Rhino, des Dominions pour toi faire cramer la table, c'est du napalm. Et enfin, 2 Rhinos. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette liste, de ce choix d'ordre, qui même s'il est très stable depuis la sortie du codex, est quand même une optique très tanky, mais avec une liste quand même super agressive. Alors c'est très intéressant cette liste-là parce qu'en fait on voit que les sorts de bataille ont été assez boudés dans ce Big Four parce que en fait, en tant que joueur Sista, je m'en suis rendu compte, ça devient vraiment pas assez bon pour être joué en équipe. Vraiment, ça devient compliqué, on perd contre la grande majorité des match-ups, en tout cas en ultra compétitif à ce niveau-là. Et là on voit que Zik, qui est un joueur Sista historique, en tout cas moi depuis que je le connais, il joue ça, il pousse ce concept de cœur valeureux au bout et il le pousse jusqu'au Big Four. En sachant que c'est pour moi un des meilleurs joueurs Sista de France, en tout cas il a fait des grosses performances dans ces tournois. Et donc il arrive avec cette liste très tanky qui est pour moi le gros
la grosse faiblesse de la Sista, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à aller au milieu du champ de bataille sans mourir. On se fait défoncer, on est endurance 3 en PV, il est compliqué. Et donc il amène cette liste avec beaucoup d'ignores PA-1 et de la plus avancée sur la PA-2 dans une méta qui s'équipe beaucoup en PA-2 dans le sens où comme il y a beaucoup d'invulnérables, on n'a plus besoin d'avoir beaucoup de PA, donc on s'équipe en saturation faible PA. Et en fait, typiquement, le Cœur Valeureux s'en sort super bien dans cette méta. Et ce que j'aime beaucoup dans cette liste, c'est qu'elle est assez belle, dans le sens où c'est juste un bataillon, full rempli, Murvenval qui lead le truc, très tanky, avec un gameplay avec plein de possibilités de jeu, vu qu'on a des rhinos, l'enclume au milieu, les petits persos, on a Efrael Stern qui balance des mortels. Enfin, il y a plein de petites possibilités de jeu et je la trouve très intéressante. Si justement on s'attarde sur Efrael Stern, c'est hallucinant de voir cette figurine qui, je rappelle, est sortie à l'occasion de la réédition d'un livre, enfin d'une BD d'ailleurs, qui là la joue. C'est génial parce qu'on a plus l'habitude de voir, là on voit Efrael Stern, une palatine, elle a même pas le tapant dernier grâce à son miracle, et finalement le coup en point de la palatine et d'Efrael Stern, on n'est pas loin d'une Sainte Célestine qui est ultra cohérente par rapport à une liste avec beaucoup de célestes, parce qu'on a les fameux combos où on cache des célestes derrière un mur, on fait un cordon long comme mon bras, justement pour aller prendre un objectif avec les Germinae. Ouais. Là c'est un concept qui est énorme. Justement le rôle d'Efrael Stern là-dedans, tu le vois comment? Moi je le vois vraiment comme une source de mortel, on n'a aucun moyen de faire de la mortelle en Sista hors phase, ou en tout cas un peu facilement pour se déloquer ou ce genre de truc, c'est vraiment très utile. Moi je l'ai un petit peu joué et je le trouve pas trop mal. Puis en plus c'est un perso que tu peux envoyer tout seul, il est assez tanky vu que en fait quand les deux sont ensemble, on a un -1 bless je crois, on a une avio à 4, on a du dégât 2, enfin il y a plein de petites règles qui le rendent très embêtante et en fait c'est galère à gérer en vérité parce que c'est de l'invue 4, c'est tanky et pour 130 points ça peut faire des blagounes. Pour finir de présenter cette liste, on va quand même parler du fait que on est sur un jeu en équipe, ça veut dire qu'on va avoir un principe d'appariement. En gros, une des deux équipes va être attaquante, l'autre défenseur. L'une va positionner justement une liste. Ensuite, l'équipe d'en face va en mettre 2 et celui qui avait posé la première va choisir contre qui va jouer justement son joueur. Ainsi que la table, d'ailleurs, dépendamment du nombre de décors qu'il va y avoir dessus pour pouvoir s'y cacher ou pas. Toi, pour toi, une liste comme ça a vocation aujourd'hui, au niveau du méta et des armées qu'on va avoir, à aller chasser quoi? Je pense que c'est une liste qui va pas chasser grand chose dans le sens où elle a pas la possibilité de se projeter pour aller détruire l'adversaire chez lui. En fait, c'est une liste pour moi très défensive dans le sens où, comme je vous avais dit, la Sista, c'est codex assez compliqué, c'est pas ce qu'on veut voir. Et donc si la Sista arrive à mettre un 10-10 contre des gros codex, on va penser au GK, on va penser au Drukhari, on va penser au Tyrannide, et on est très 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 content. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'il l'a construite, donc très résiliente, très tu viens chez moi, je te défonce. Par contre, pour prendre le milieu, je vais pas plus loin que le milieu de table, quoi. Et j'avais une dernière question pour toi. Là, on regarde justement la Dogmata. Elle va avoir la litanie de foi comme justement relique, et elle va aussi avoir le fanal de la foi qui va lui permettre de générer un dead miracle utilisable uniquement par elle. Alors là, on regarde ça, on se dit mais pourquoi une Dogmata, qu'est-ce qu'il va faire avec ce dead miracle? Et en fait, je pense que c'est encore dans cette idée de jouer très défensif, je joue tout seul. C'est en fait pour utiliser le secondaire sort de bataille qui fonctionne en utilisant des dead miracles. Et en fait, ce dead miracle utilisé pour lui-même, ça compte. Et donc je pense qu'à chaque tour, il va avoir son dead miracle, il va peut-être l'utiliser pour une advance, pour un jet de touche de la honte ou un truc comme ça. Et en fait, à chaque fois, ça va lui donner des points de victoire en jouant tout seul. Et je pense que c'est l'objectif de ce personnage. Deuxième liste qu'on va regarder justement chez les cartels, c'est la liste de Manix, le joueur orc. Il joue full freebooter. Pour rappel, ce clan dit qu'à partir du moment où on a tué une unité, on va avoir +1 pour toucher pour le tour. Et on rappelle aussi que ces listes-là sont après la data slate de Game Workshop, et donc depuis maintenant on est limité à 2 volants, et surtout tout ce qui est buggy speedfreaks limité à une seule unité, c'est-à-dire une seule unité dans laquelle on peut en mettre jusqu'à 3. Lui, il va jouer tout simplement le Dev Killa Wartrack, c'est la petite figurine qu'on nous avait appelée Xav, justement qui est donc le big boss à moto sur quad à 3 roues, qui a la particularité en fait d'être des rares figurines à donner la Z-Wag, c'est-à-dire en fait une WAG qui booste le tir en améliorant la PA. Ensuite, il va avoir 2 Blastajet, un Warboss sur Squigozor, 2 x 5 Stormboy et 3 Killrig. Alors là, on est vraiment sur une liste qui va pousser au maximum les limites de la data slate, puisqu'on voit qu'on peut pas en prendre plus que 2, du coup il fait des unités de 3, 3 Squig Buggy, 3 Scrapjet, on a un max de volants, du coup il prend 2 volants. Et par contre il va chercher une unité qu'on n'a pas trop vue jusqu'ici, c'est le Killrig, cette espèce de gros charabeu poussé par un Squig, avec un sorcier un peu vénère au-dessus, et qui est très intéressant, puisqu'en fait, c'est une unité très résiliente qui va jouer toutes les phases du jeu, en fait, puisque c'est un Psyker qui va faire du psy, après il va tirer très bien, surtout s'il a fait du psy avant, et ensuite il va closer énervé, parce qu'il y a quand même un gros rhino Squig qui le porte le truc. Donc
C'est assez intéressant, c'est très tanky, endurance 8, 14 PV, save à 3, moins 1 dégâts. C'est rigolo parce que c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, quand le Kidrig était sorti, en tout cas quand la figurine était sortie, puisqu'elle était sortie après le codex, c'est Goonhammer qui avait fait un article dithyrambique sur elle en disant que c'était très fort, que 1 dans toutes les listes, 3 c'était bien. Finalement, elle avait été un petit peu dans l'ombre justement du spam de tout ce qui était Squeak Buggy, et c'est sympa de se dire que post-Data Slate, on le voit un petit peu plus, quoi. On a aussi, comme tu l'as dit, des petites unités, on va dire mono PV pas trop cher, les Storm Boy ou les commandos, ça permet d'aller chercher des objectifs secondaires très facilement, les quarts de table, pourquoi pas les Data d'Octavius. À ton avis, c'est une liste qui est une liste de chasse, une liste de def, comment tu le positionnes? Est-ce que ce genre de liste a des némésis au sein des différentes listes que tu as pu voir? Je pense que c'est une liste qui va chercher à gagner. Cette fois-ci, on n'est pas sur une liste qui est là pour ça faire va très bien égal. Manix, de toute façon. Oui, en plus. Mais c'est une liste qui est très polarisée dans le sens où full véhiculé. Donc si le mec n'est pas équipé en anti-véhicule, il se fait défoncer. Qui va faire très mal parce que les Killerigs, ça fait beaucoup de dégâts. Les Squeak Buggy, même si t'en as que 3, ça reste très fort. Avec la Z-Wag, Freebooter, si en plus le mec te donne une petite unité à manger. En fait, toute l'armée a plus 1 à la touche. Donc là, démultiplication des blesses. Les Wasboom qui, sur un T1 où il commence, peut détruire les 2 tanks en face et en fait, la partie est déjà finie. Enfin, c'est vraiment une armée qui va dire tour 1, yalla. Et en fait, comme j'ai beaucoup d'enduit 8, très tanky, tu peux pas me gérer. Et tour 2, je suis dans ta tronche et je gère mes cochons porteurs de chars là. Et c'est fini, quoi. Dernière liste qu'on va voir chez le cartel, c'est la liste de Rabbit Master qui va jouer Imperial Knight. En fait, c'est plutôt Adeptus Mechanicus, Imperial Knight. Dans sa liste, il va jouer un premier détachement Metallica. C'est donc un monde forge de l'Adeptus Mechanicus qui permet de synergiser depuis le dernier supplément Caradron, puisqu'il va aussi jouer un détachement Imperial Knight Raven pour justement jouer plein de stratagèmes pour bien synergiser. Dans justement l'Adeptus Mechanicus, il va jouer un Tech Priest, il va jouer 6 Rangers, 2x5 Vanguard, 2x4 Serviteurs, donc des unités qui coûtent pas cher mais qui sont là aussi bien pour faire des bulles reposoirs, pour faire des quarts de table, pour faire des actions, enfin voilà, pour faire tout ça. Il joue 2 Scorpus Désintégrateurs qui sont les choix de soutien, c'est le même kit que les transports, sauf que là ça tire sans ligne de vue. Et il joue aussi 2 Aircopters Fusilave, et on rappelle qu'on est après la Data Slate. Donc là, il y a déjà eu l'augmentation des coups en points et c'est toujours présent dans beaucoup de listes, puisque c'est des bombers, donc en fait ça fait de la mortelle par où ça passe, ça bouge beaucoup, ça fait beaucoup de saturation de tir, pas sans ligne de vue, mais en général quand on a cette mobilité, on voit ce sur quoi on veut tirer. Et derrière, il a donc un deuxième détachement qui est un détachement d'Imperial Knight, Maison Raven, dans lequel il va jouer 2 Maghera et aussi un Moirax avec les Lightning Locks qui se font 12 tirs, donc de force 6 PA moins 2 dégâts 1 et qui génèrent 2 touches en plus sur du 6 ou 8. Donc énormément de saturation avec cette liste. L'intéressant de cette liste, c'est la seule liste Imperial Knight de tout le Big Four. Effectivement, c'est un codex qu'on voit pas trop en compétitif, mais du coup, il va sortir le plus fort de ces Imperial Knight, qui est le Magaera, qui est une figurine Forge World, qui est très fort parce qu'il a une grosse Gatling, un peu comme la Gatling Ika en plus, mais en plus de ça, il tape fort au corps à corps vu qu'il a une petite pince anti-char, et surtout un lance-flamme dégâts 3, donc ça peut être très ennuyant pour charger ce genre d'unité. En plus, il y a mis tous ses bonus, donc la save à 2 sur un perso, le plus de advance et charge. En fait, ça peut être vraiment des missiles qui foncent tout droit. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez difficile de pouvoir sortir un IK pour pas mal de listes. Et je pense que c'est vraiment une liste que tu vas appareiller face à, comme je disais tout à l'heure pour l'orc, tu peux pas la gérer, bah j'y suis, je commence, tour 1, je fonce sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah t'es mort. Globalement. Pour parler un petit peu justement de tout ce qui va entourer finalement ces 2 IK. On va avoir un Moirax qui a justement en gros 36 pouces de portée plus ses mouvements de 12 ainsi de suite, donc il peut tirer aussi, enfin une grosse mobilité en tout cas. Ça reste un très bon châssis, que ce soit gardien de but ou en tout cas il peut même tanker un petit peu des unités relativement faiblardes. Ils ne sont pas super OP parce qu'ils ne jouent pas uniquement des Imperial Knight, mais derrière ils jouent justement 3 packs de Skitari et aussi 2 packs de serviteurs. Donc il a une puissance de feu intrinsèquement forte des Maghera, il peut aller chasser son anti-char avec ses 2 volants, donc aller où il veut sur la table par rapport à ça. C'est une liste qui fait pas plaisir. Et surtout, les deux combattent bien ensemble, puisqu'en fait, avec ce bonus entre les Metallica et les Raven, on a accès aux quantiques, donc les bonus de l'Admech sur les Imperial Knight, donc on peut mettre par exemple à couvert ces Imperial Knight, on se retrouve avec un Imperial Knight à 1 plus de save pour celui qui a la relique à 2+, donc en fait, gérer un Ika endurance 8, 24 PV, save à 1, c'est compliqué, enfin vraiment faut y mettre la sauce. Et à côté de ça, toujours les stratagèmes Ika pour être full profit, faut vraiment le tuer jusqu'au bout. C'est une liste qui potentiellement peut faire des gros trous, mais qui à côté de ça, quand tu joues Ika, c'est tellement polarisé sur le fait de les perdre ou pas, parce que dès que t'en perds un, tu perds littéralement un quart de ton armée. Si t'en perds 2, tu perds pas de la moitié.
J'ai travaillé cette vidéo. Non mais donc je trouve qu'elle est très difficile en fait finalement en termes d'appariement. Ça va peut-être aussi être table dépendant, mais le fait est qu'il a du tir en ligne de vue. Je pense que oui, c'est ça. Il a du tir en ligne de vue entre les nacelles, les tirs de Belleros, là, des Scorpius. En fait, il peut aller gérer 2-3. Je pense qu'il a un gameplay aussi défensif qui est faisable, puisque cette Zika tank beaucoup. Il a beaucoup de tirs sur ligne de vue. Il gère tout ce qui est au milieu de table. Et puis, je pense que ce joueur, pour jouer ce type de liste, c'est qu'il a dû beaucoup le jouer et être très sûr de son gameplay. Donc, je pense qu'on peut être à peu près sûr qu'il va très bien la jouer. Et je pense que c'est ce genre de liste où moi, je suis jamais à l'aise pour affronter, parce que je n'ai jamais joué contre. Et en fait, je peux me faire surprendre. Et je pense que ça va être ce sur quoi le joueur va jouer, puisque en fait personne la connaît, et donc demain, ce stratagème-là du Psychic Awakening, ou alors ce stratagème-là de Caradon, je connaissais pas, et tu te fais avoir, et en fait tu perds la partie là-dessus. Et c'est très intéressant d'aller chercher des concepts originaux, d'où à mon avis cette floraison d'originalité sur ce Big Four, c'est d'aller chercher aussi ce moment-là où l'adversaire fait des erreurs, soit d'appareillement, soit de jeu, sur ces listes. On enchaîne ensuite avec l'analyse de certaines listes des semi-croustillants, l'équipe dans laquelle tu joues. On va commencer par la liste de Bulgor avec une armée Harlequin. C'est super rigolo parce que Bulgor, c'est un joueur, pour le coup, que j'ai connu il y a quelques années maintenant à Paris, à la WAC Taverne. Il jouait déjà Harlequin, à l'époque où c'était vraiment nul, et il était toujours souriant, même quand il prenait des culs. Ensuite, c'était devenu super fort, et comme pour le coup, il avait tryhard, il était excellent avec ce codex, et pour le coup, c'est lui qui mettait les culs. Il était toujours très agréable. Ah ouais, toujours. Et là, il jouait avec une liste qui quasiment n'a pas changé depuis la V8. Dans sa liste avec un bataillon Soaring Spite, donc en fait, c'est le masque qui te permet énormément de mobilité, c'est-à-dire que tu peux bouger dans les transports, continuer de tirer avec tes pistolets et ainsi de suite. On va retrouver en choix de troupes 6x5 players, donc super OP, 6 transports et aussi 2x5 motos. C'est une liste qui a pas bougé depuis 2 ans en fait, hein. Et comme tu disais, Bulgor il joue Harlequin, donc joue Harlequin, j'ai envie de dire, j'ai pas vraiment le choix. Non, c'est une liste très intéressante puisqu'en fait c'est un nid à tricks et à jeux énormes en fait. Tu te retrouves avec ces 6 bateaux, les Star Weaver avec les players et les persos dedans, qui ont des possibilités d'aller hyper loin, d'aller scorer, des doubles moves. En fait, t'as des possibilités de jeu énormes. Les Skyweaver pareil, qui peuvent traverser la table si elles veulent et charger ce qu'ils veulent. Et en fait, ça reste une liste très anti-véhicule. Et c'est vrai que dans notre roster, on avait vu cette méta véhiculée qui arrivait. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi rentré ce codex. Puisqu'il joue très bien les primaires, il est anti-char. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Il donne pas beaucoup de secondaires non plus parce que c'est des véhicules à moins de 10 PF. Donc en fait, même là-dessus, tu peux difficilement en tout cas aller chercher beaucoup de points. Tu l'as dit, hein, il joue énormément justement de Haywire, en fait, de canon de disruption, qui fait que sur les véhicules, ça marche très 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 bien. Finalement, même si c'est souvent des match-ups qu'on a fait et refait, celui de l'Harlequin, t'es quand même jamais serein, surtout en fait avec autant d'enjeux que sur un Big Four. Toi, à ton avis, quel est quand même l'ennemi de ce genre de liste? L'ennemi de ce genre de liste, ça va être une liste avec beaucoup de super OP, dans le sens où l'Harlequin, même s'il a beaucoup de super OP avec ses troupes, ils sont que par 5, donc typiquement les super petits marcheurs. Yes, les Armigers. Eux, ils sont 5 et voilà, tu prends pas un objet, tant pis pour toi. Mais voilà, ça va être une liste avec beaucoup de super OP qui va prendre la table et en fait qui t'empêche de jouer ton gameplay d'Harlequin qui est de te faufiler partout. Et sinon, ça va être une liste qui va tirer très bien sans ligne de vue et en fait qui va déboîter tous tes bateaux si tu commences pas. Et en fait, après, tu vas un peu ramer parce qu'une fois que t'es à pied, l'Harlequin il bouge un petit peu moins vite. Et donc en fait, ça peut s'essouffler quand même très vite comme liste, hein, pour être tout à fait honnête. Yes. Ensuite, on va passer à une autre liste complètement exotique, c'est la tienne. J'ai été très surpris de te voir flaguer en Imperium et pas en sœur de bataille. T'as manqué de respect à Morvenvel. Elle m'a appelé avant que t'arrives, elle est pas contente. Sache-le, elle est vraiment pas contente. Sorry Morven. Elle est morte durant le top 8, c'est pour ça. Je lui fais la gueule maintenant. Puisque tu joues Astra Militarum, Adepta Sororitas et aussi Custodes. Je vais pas lire la liste, est-ce que tu peux nous la présenter et surtout pourquoi ces choix en fait? Eh bien en fait, en jouant Sista, comme je vous le disais, je trouvais que la Sista avait de moins en moins de ressources, de moins en moins de moyens de jouer le jeu versus les nouveaux codex qui sortent, les ajouts, etc. Le Tyrannide, l'Orc, l'Admec, le GK, le Drukhari, en fait tous ces match-ups là on les perd. Et du coup je me suis dit, je vais essayer de... Au début j'étais parti sur juste un petit détachement d'Astra Militarum, et de plus en plus je me suis dit, je vais aller essayer d'ajouter à la Sista tout ce qu'elle n'a pas. Donc j'ai mis du tir sur ligne de vue, j'ai mis de quoi aller au milieu du terrain sans mourir, donc avec les Custodes. J'ai pris de l'avant-garde avec les super Ratling, je joue des Ratling s'il vous plaît. Enfin voilà, et du gros tir un petit peu plus fiabilisé que
exorcistes avec les Lehman Russ, qui en plus ont été buffés. C'est cadeau, j'ai joué avant, mais ça fait plaisir. Yes, je vais quand même préciser qu'aujourd'hui, en tout cas, Game Workshop réoriente clairement la façon dont on a de faire nos listes, puisque ce qu'on appelait avant des soupes, c'est-à-dire le fait d'aller chercher différents codex, est aujourd'hui pénalisé par le fait que tu perds tes aptitudes d'allégeance, entre guillemets, c'est-à-dire que quand tu es une sœur de bataille, si tu ne joues pas que sœur de bataille à l'exclusion des assassins et ainsi de suite, tu perds tes dés de foi. Pour rentrer un petit peu justement dedans, tu vas jouer 2 tank commanders, 2 x 5 sions, qui sont juste là pour FEP, en fait, c'est un petit peu l'unité exactement qui vont à FEP et faire une action. Tu joues 5 Ratling, est-ce que tu pourrais expliquer après justement leur but, tout comme l'un sentinelle que tu joues, les 2 manticores, avec bien évidemment ton seigneur de guerre qui est dans ce détachement-là, pour avoir un trait de seigneur de guerre que tu tronques contre justement le fait de passer un des véhicules As de tank, et le deuxième que tu vas payer, puisqu'en fait tu as le droit de le faire que 2 fois finalement, une en sacrifiant un trait de seigneur de guerre et une avec un stratagème. Donc finalement tes 2 manticores vont pas être dégâts D3 mais dégâts flat 3. C'est rigolo, on se dit, il chasse peut-être le tyrannide. Ensuite, tu vas jouer justement une patrouille Bloody Rose en sœur de bataille, dans lequel tu vas avoir 5 célestes pour occulter et trickser avec Sainte-Célestine, qu'on a l'habitude un petit peu de voir, 5 sœurs de bataille en slibar, un rhino et 8 répentir. Et juste pour aller dans le détail de la liste, tu joues bien évidemment Charles-Henri, c'est-à-dire un shield capitaine en moto Down Eagle, la version intuable, 3 Custodian Guard et 3 Custodian Guard. Donc que dire sur cette liste, à part que c'est une liste qui a plein d'outils. En fait, comme tu disais, en jouant Sista allié, on perd ses dés de miracle, mais en fait en Sista, si on n'a pas les reliques et les traits de seigneur de guerre pour fiabiliser des dés de miracle, en fait on se retrouve qu'avec un par tour, et c'est ultra random, donc en fait pas très intéressant de jouer au tour. Et autant aller chercher des alliances. Et comme tu disais, on a besoin du trait de seigneur de guerre chez l'Astra pour jouer 2 manticores dégâts 3. D'où le fait qu'on puisse pas jouer Morvenval, qui elle prend le trait de seigneur de guerre. Donc c'était ça qui m'a fait l'enlever plutôt et mettre Célestine. Après c'est une liste qui a pas mal de super OP, qui a des outils, qui a de la tankinage. J'ai Célestine et le Custo en projection. Et il y a pas mal de tricks à base de Tanglefoot, à base de strata. Yes, alors j'ai une question pour toi, c'était justement le fait d'avoir des unités à repoussoir. Enfin, en Sista, on sait que le mouvement pré-game il peut être fait par les dominions, mais en fait tu te fais avoir par les infiltrés, puisque tu peux pas te rapprocher d'eux en début de la game. Là tu joues des Ratlings et des Scouts Sentinelles. C'est dans quel but, surtout quand on voit tes véhicules? Eh ben, la grosse faiblesse de l'Astra, c'est de se faire cliquer, c'est-à-dire mettre une figurine en contact dans les Lehman Russ et du coup il est bloqué, il y a quelqu'un à son pied. Et donc pour éviter les agressions tour 1, ça nécessite d'avoir des écrans devant. Donc les écrans, ça peut être le pack de 5-6 stars, ça peut être la sentinelle qui va faire un mouvement d'avant-game de 9 pas. Et c'est aussi les fameuses Ratlings, puisqu'en fait ils sont infiltrés. Donc selon les match-ups, je peux aller soit me mettre à côté d'un objet que je veux tanker, soit me mettre en écran devant chez moi. Voilà, c'est un peu multitâche. Puis si jamais ça tue quelque chose, moi ça me rend heureux. Les Ratlings, c'est les gnomes. J'ai des hobbits dans l'armée, j'ai gagné le Big Four déjà. Et en fait ça te permet, comme tu l'as dit, de faire des repousseurs à faible qui sont super intéressants. Ça veut dire derrière, en l'occurrence au niveau du roster, on n'a qu'un seul Thousand Sun, mais on le sait aujourd'hui, ils sont capables de FEP avec 2 unités quasiment tour 1. C'est comme une grosse alpha quand c'est des packs de 10 thermies, c'est 100 tirs dans ta tronche, enfin j'exagère mais c'est 90 tirs dans ta tronche. Derrière c'est aussi un GK qui va quand même avoir une portée assez limitée, dépendamment de comment est-ce qu'il va équiper justement ces Dread Knights. Là toi, t'as la faculté, en faisant bien tes bulles, de complètement le mettre en dehors de la portée justement d'attrition. Et ouais les Ratlings, hein. Vous l'aviez pas vu ça. Non justement ces Ratlings sont pour ça. En fait il y a beaucoup aujourd'hui d'infiltration dans la méta, il y a les assassins Admech, il y a les commandos orcs, il y a le GK qui se téléporte, il y a le TS qui se téléporte. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Enfin voilà, en fait en tant que Sista, je me sentais toujours à poil par rapport à toutes ces agressions-là tour 1. Et là au moins j'ai un moyen d'y répondre, en tout cas de sécuriser un flanc. Ce qui est rigolo, c'est qu'en termes d'attrition, t'as 2 manticores et 2 top commanders, c'est pas non plus énorme, mais ça suffit puisqu'ils sont bien protégés. Ensuite, ça te permet de jouer quel que soit un petit peu le match-up, sauf vraiment les unités ultra MSU qui vont t'empêcher de FEP, parce que globalement, t'as plein d'unités qui te permettent en fait de faire les quarts de table, de faire les bannières, et aussi t'as un jusqu'au dernier qui est assez tanky puisque t'as deux tank commanders et aussi Sainte-Célestine. Sainte-Célestine, elle peut revenir. Même sans être Sista, ça fait partie justement de sa fiche d'unité, donc elle peut le faire. On est encore dans cette idée, comme je disais, la Sista, le but c'est pas forcément d'aller gagner le match-up en face, mais d'essayer de nuller des gros codex en face, et c'est dans cette optique-là que j'ai construite. Et en fait, je peux assez facilement mettre un 10. C'est très compliqué de gagner, parce que comme tu disais, j'ai pas beaucoup de létalité, pas beaucoup de projection, mais au moins j'ai tous ces outils-là qui me permettent de contrer les plans adverses, et du coup, généralement, ça se place plutôt bien pour mettre des points. T'as une Nemesis ou pas au niveau du méta, au niveau des listes adverses, avec cette liste? Bah non, vu que je joue des Ratlings, je suis protégé de tout. Non mais en fait au niveau justement de listes qui cancérisent un petit peu justement ça, on a le Tyrannide aujourd'hui qui tire 100 lignes de vue, qui a un volume de tir super impressionnant, tout comme l'Orc, hein. Et c'est vrai que putain, tu dis, tu joues contre ce genre de profil, tu dis vas-y choisis ta cible, je m'en fous quoi.
Bah c'est ça, puis typiquement, effectivement, le Tyrannide l'orque c'est compliqué, mais c'est aussi t'es indépendant. Je commence contre un Tyrannide, je lui envoie des manticores dégâts 3 sur sa F-Guard, il aime pas. Je commence contre l'orque, je lui tue ses 2 avions avec mes portées 72, il aime pas non plus. Mais est-ce que pour le coup, là où pour le coup les avions peuvent te faire peur, mais le Tyrannide, toi, t'es un peu... Enfin, donc tu n'es pas tant que ça tributaire d'un T1. Quand même, ça dépend du déploiement. Si je suis loin, il peut pas me tirer dessus, je peux lui tirer dessus, donc ça va. Si c'est un déploiement en aube de guerre où lui il a apporté sur toute la carte, bah là c'est très terre dépendant. Mais je me demande si un Tyrannide qui est là pour mettre des 20-0 va vouloir s'apparier contre une liste comme ça, qui dit si j'ai pas le T1, je me fais péter et derrière l'équipe, alors qu'il est censé ramener quasiment 100 points sur le week-end. Bah c'est ça. Et du coup, moi je suis là justement pour un peu casser les pieds. Yes. On va enchaîner ensuite avec la liste de ton capitaine, c'est-à-dire Per Castor. Il joue Space Marine Iron Hands avec une liste concept. Et je trouve ça génial, en fait, pour en avoir bouffé dernièrement, notamment à Gibraltar. Les listes Iron Hands, c'est des grosses listes à alpha. C'est des listes qui sont polarisées et écrites pour faire très mal tour 1. Tour 2, c'est voir ce qui reste. Or lui, il est toujours dans ce concept-là, mais avec des unités qu'on voit rarement, puisque lui, il va jouer un Tech Marine, un deuxième Tech Marine, 10 intercesseurs, 10 incursors. Encore une fois, les incursors, il peut les split, tout ce qui est justement escouade de combat, c'est-à-dire que toutes les unités Space Marine qui sont mises à leur maximum d'effectifs peuvent être divisées par deux, peuvent être scindées en deux, justement, au moment du déploiement. Ensuite, il va jouer 2 compagnies vétérans, c'est tout simplement des gardes du corps. Il va dépenser un PC pour avoir un Relic Dreadnought Contemptor avec 2 Las Cannon, un missile launcher, donc il ne joue même pas finalement l'habituel Vulkit. Non, même pas. En fait, c'est plutôt anti-char. Yes, ensuite il va jouer 5 scouts, c'est le même rôle que Terrakling en beaucoup moins sexy, mais je ne juge pas. 4 serviteurs, on a l'habitude de voir pour 30 points, ça te fait des actions, c'est top. Et surtout, et c'est là où il y a une énorme surprise dans sa liste, c'est les 2 Fire Raptor Gunship. Pour ceux qui ne voient pas, c'est des volants magnifiques, mais je pense qu'ils font 1,5 kg pièce. c'est ça. Là, pour le coup, tu vois, c'est limite le prix de la résine, c'est rentable, voilà. Chez Ford. C'est des espèces de Storm Raven encore plus tanky, encore plus bourrin, encore plus sexy. Pour le coup, la figurine est magnifique. Et finalement, sa liste, elle fait un peu liste White Dwarf, elle est magnifique. Elle crée une surprise énorme. Est-ce que tu peux nous en parler? Excuse-moi, j'ai oublié, il a comme transport dédié un Land Speeder Storm aussi, pour justement ses scouts. Ah oui, c'est ça. Il y a le transport sur les scouts quand même. Énorme. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur sa liste en overall? Moi, quand j'ai vu votre roster, je vais pas te mentir, je me suis fait putain, ils font le pari quand même d'être... Ils savent que si jamais ils ont une majorité d'initiative, c'est-à-dire de tour 1, ça va dérouler. Et à côté de ça, ils ont quand même un petit peu de répondants pour au pire étirer en fait la game et quand même pas prendre des gros culs s'ils sont pas tributaires du T1. Et là, tu vois cette liste et tu fais putain ok, c'est un Iron Man qui joue le pari de ne pas avoir des drop pods, mais qui joue le pari d'avoir de la grosse mobilité avec des Fire Raptor Gunship, même si c'est quand même 400 points. Ouais, c'est cher. Par volant, faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire que tu te prends un alpha négatif avec un mauvais appariement, on pense à l'Admec qui est peut-être capable de t'en sécher indirect, ou peut-être même le GK dépendamment des listes. Enfin voilà, il y a quand même des trucs. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur cette liste? Où sont les combos et c'est quoi ce Fire Raptor Gunship? Eh ben, si vous connaissez pas, c'est normal parce que personne connaît en fait. Alors juste pour info, faut savoir que la première partie que j'ai fait en rapport de bataille à l'extérieur du studio, c'était à Game Workshop Paris 12. Je jouais contre Ferdi et il jouait SMC, il m'en a mis un dans le fion. C'est vrai? Ouais. Et voilà, il était en avance. Mais ouais, c'est 2 gros navions, c'est 2 gros navions qui font plein de gros tirs, piou. Ça fait énormément de tirs, plus sérieusement. Ouais, ça fait beaucoup de tirs multi-dégâts, très fiabilisés, puisque en fait avec le Tech Marine, on peut appuyer sur un bouton pour qu'il touche à 2. Il est Iron Hands, donc avec la reroll et tous les bonus Iron Hands qui se développent autour. Et ouais, en fait, c'est une liste qui tire très fort. En vérité, ils sont assez galères à tuer, ça reste 18 PV à tomber, c'est un avion, donc moins un touche. Et avec le potentiel de jeu qu'a un avion, donc d'aller bloquer, d'aller se projeter pour aller faire beaucoup de tirs. Et à côté de ça, il a cette masse de piétons Iron Hands, donc avec le Feel No Pain qui tank un petit peu quand même, qui va aller au milieu de la table, prendre les objets, et en fait, les avions font tellement mal que si tu les tues pas tour 1 ou tour 2, en fait, ça se passe mal. Et tu disais que c'était très terre dépendant, mais t'as toujours un gameplay dans pas mal de scénarios pour te mettre quand même assez derrière, voire même tu te mets en réserve, t'as un avion, tu étais dans les airs, t'es pépère, et puis comme ça tu fais. T'as l'initiative du tir en fait au moment où t'arrives, c'est vrai. Et en fait, il a des gameplays autour. Il a, on va dire, ce qui est fort habituellement en fait en RNA, il l'a aussi, puisqu'en fait s'il joue 2x2 compagnie vétéran, outre le fait que finalement on est à 40 points pour avoir justement 2 petits Space Marines, ça te permet de faire des actions, parce que c'est de l'infanterie, donc tu peux faire une data d'Octavius, tu peux faire justement des quarts de table, tu peux planter une bannière, et aussi surtout tu écrantes ton Contemptor Dreadnought qui là est personnage, qui est le combo habituel qu'on voit justement quand on joue à RNN. Ça, ce Contemptor là, full anti-char, c'est un peu, il se pose dans son siège derrière avec les copains qui lui servent les bières et il va tirer toute la game, ses gros canons sur ce qui est en face. Et comme les Fire Raptor Gunship sont plutôt anti-masse, vu qu'ils ont un gros volume de tir mais pas beaucoup de dégâts,
avoir ce petit bonhomme-là qui va essayer de faire des DC dégâts sur des grosses cibles, c'est assez intéressant. En tout cas, un truc qui me fait super plaisir, c'est aussi justement Lord Speederstorm. Vous connaissez mon amour pour cette figurine, enfin, en tout cas pour tous les speeders. Non, mais aujourd'hui, ça se justifie de plus en plus dans les listes, parce qu'en fait, en gros, pour moins de 60 points, là c'est un Speederstorm, mais c'est aussi des speeders, ça te permet potentiellement, vu leur mouvement, d'aller chercher carrément dans la zone de déploiement ennemi. Donc en fait, de marquer 3 points si tu as 2 unités à la fin de ton tour à toi, Par exemple. et justement dans la zone de déploiement adverse, ça te permet de faire les quarts de table, ça vaut rien, et finalement, en fait, tu n'as pas suffisamment de véhicules dans ta liste. Alors là, c'est un petit peu différent, mais même il n'en a pas tant que ça, puisque finalement, il va donner que 6 points de véhicules. Donc franchement, sa liste, elle est quand même assez intéressante. Et en plus, on n'est pas loin d'une liste White Dwarf, sauf qu'elle est vraiment plus menaçante que ce qu'on peut lire. Hein. Bah, c'est ça, en fait, c'est une liste, ça paye pas de mine, mais en fait, c'est très très fort ces deux avions, et ça a un gros volume de tir. Effectivement, les gens en général aiment pas trop. Enfin, en tout cas, en Space Marine, de l'ultra létalité, c'est assez intéressant d'avoir. Et dans un roster, c'est assez facile à parier en fait, puisque c'est la seule à être polarisée dans ce sens-là. Et donc moi, ça m'aide dans mon travail d'appariement. Yes, toi, est-ce que tu vois vraiment, est-ce que tu as envie d'aller chasser une des armées, on va dire, ou en tout cas un archétype de liste qu'on a vu précédemment ou qu'on va voir, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que tu penses que cette liste a un Némésis? Je pense que le Némésis de cette liste-là, c'est tout ce qui tire de très loin avec du type canon laser, puisqu'en fait, un avion, ça peut pas se cacher derrière les occultants. Donc effectivement, on pense au poulet Admech avec les canons anti-char, on peut penser au Drukhari s'il a beaucoup de Dark Lens. On peut penser au GK, puisqu'en fait le GK va se téléporter et tirer avec son gros canon dégâts 2, voire dégâts 3 s'il passe le sort plus un dégât. Donc effectivement, toutes ces listes-là qui ont potentiel d'alpha au tir, de péter un avion, ça va quand même sécher pas mal, enfin c'est quand même embêtant. Après, comme je disais, il peut mettre en réserve, donc dans ces listes-là, il peut éviter ce gameplay-là. Mais sinon, c'est plutôt une liste qui va aller chercher toutes les armées qui veulent se planquer derrière. Donc typiquement, aller chercher les F-Guards qui sont planqués derrière leur décor, il pose son nez devant, il les rase, et en fait, tout de suite, là, le Tyrannide, ça devient plus compliqué pour gérer l'armée. C'est marrant, t'as parlé des poulets de l'Adeptus Mechanicus, on va donc passer à une liste qui n'en a pas. Yes, la transition, parfait. C'est celle du joueur de ton équipe, à savoir Mamé, qui joue donc Adeptus Mechanicus avec une liste, mais pareil, sortie je ne sais d'où en fait en termes de concept. Il a trop regardé Naruto, je pense. Ah ouais, non mais là c'est Ninja Land. Hein. Non mais c'est vrai. Il joue le monde forge Risa, dans lequel il va avoir un Marshal, deux Marshals, un Tech Priest Dominus, un Tech Arnéologiste, ça limite on s'en fout. C'est surtout que derrière il va jouer 3x5 Rangers, mais ça limite on s'en fout aussi. La vraie particularité de la liste, c'est qu'il joue 3 unités de 10 Rustalker, 3 unités de 10 Sicarian Infiltrator, c'est des putains de ninjas, et derrière il joue 2x5 Service Rider, donc en fait c'est les petits dadas qui peuvent sniper, qui ont un mouvement de dingue, et aussi une unité de 3, ainsi qu'un petit Scorpius Dune Raider. Et ben en fait ce concept il est un peu innovant dans le monde forge de l'Admech, puisqu'en fait c'est une liste de corps à corps. C'est vrai que l'Admech on l'a beaucoup vu en tir, avec beaucoup d'avions, les poulets, les paquets de 20 Rangers, et en fait là il va chercher une liste corps à corps qui peut s'infiltrer tour 1 très proche de l'adversaire, qui peut du coup agresser très vite tour 1, on parle encore de cet alpha si jamais on a le tour 1, mais même sans ça, ça reste très tanky, puisqu'il peut avoir de l'ignore P à -1, -2, il peut se mettre dans les décors, il peut avoir un Feel No Pain, enfin t'as plein d'outils pour tanker, et en fait derrière, c'est ça, multiclonage, t'as 60 ninjas qui te tombent dessus, et ça fait très très mal au corps à corps. T'as le plus improbable grâce à justement Risa. Risa. Pourquoi avoir mis un Scorpius? Alors le Scorpius, c'est pour, de ce que j'ai compris, c'est pour un stratagème, non, un secondaire de l'Admech qui dit que si tu as détruit plus de véhicules que lui t'a pété de véhicules à toi, Mais tu gagnes des points. Et du coup, il faut en avoir un. Du coup, il a son petit véhicule posé qui fait le pique-nique derrière. Et à côté, dès qu'il va détruire un véhicule, si jamais il y a des listes type orc, etc., ça fait des points en plus. C'est marrant parce que c'est une liste, encore une fois, qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que les équipes qui ont eu les listes avant l'événement et qui ont dû justement s'entraîner à analyser les listes, à mon avis, ont pas mal traîné contre celle-là. Parce que c'est une liste qui, étonnamment, fait peur, en fait, tout simplement. Ouais, elle est extrêmement forte, cette liste. Mam la joue au tournoi qu'on fait à Paris depuis plusieurs mois, et il a gagné tous ses tournois. Donc en fait, je crois qu'il a jamais mis moins que 3-20-0 à tous les tournois. Donc en fait, ça tourne très fort, ça fait très mal. Et ça surprend beaucoup, donc j'espère qu'il va performer avec cette liste. Yes, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on pourrait dire que c'est une liste super agressive par rapport au fait qu'il est ultra infiltré, mais en fait, justement, il est infiltré, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'exposer toutes ses ressources, même sur cette infiltration. Et ce qui est aussi rigolo, c'est qu'il faut imaginer que comme on va être justement sur un jeu en équipe, et qu'on va aussi avoir 3 games sur ce week-end-là, si jamais, j'en sais rien, soit vous faites pas assez de points sur vos 2 premiers rounds et qu'il faut être sûr d'empuyer, il peut être très agressif pour très vite clôturer une game, en fait, finalement, ou assurer un score en blanquant l'autre chez lui avec des cordons. Enfin,
Il a une latitude de jeu qui est surprenante avec cette liste. Puis en fait, tu as une résilience, une projection, une létalité importante. Et effectivement, comme tu disais, dans un appareillement qui nous met plutôt à une égalité, on peut dire à ce joueur, va chercher le 20-0, c'est un gameplay possible. Ou alors l'inverse, mets 10 points sûr, c'est un gameplay possible. En fait, c'est très très intéressant comme liste. On change d'équipe, on va maintenant sur les Paris United, l'équipe qui est leadée par LOL. On va justement s'arrêter sur la liste tyrannide du joueur Le Poète, qui est un joueur pareil historique assez reconnu en France. Et même s'il y a du cul de Genie Stealer, et il y a des Genie Stealers en plus dans sa liste, et il y en a beaucoup plus que dans d'autres. Oui. Donc c'est assez intéressant. Il va jouer un premier détachement Léviathan, dans lequel il joue un Malinthrope, le Swarmlord, 18 Genie Stealers, 12 Genie Stealers, 10 Genie Stealers. Donc limite, les anciennes listes Kraken qu'on avait avec la possibilité T1 de quasiment traverser la map avec la faculté du Swarmlord à dire toi tu vas faire double move. Ensuite il joue 30 Tarmagon, c'est tout simplement pour débloquer ce qui est pété en ce moment, c'est-à-dire justement ce qu'a apporté le Léviathan, enfin le supplément on va dire Octavius, qui fait que pour 30 Tarmagon vous avez quasiment stat la même puissance de feu que des Skitari. Et derrière, en plus de ça, il va avoir 2 fois CIF Guard, 10 gargouilles, ça c'est pour le skin. Et ensuite, grosse surprise, entre guillemets, il va chercher du culte Genie Stealer. Donc vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que ça fait peur? Et ensuite, pourquoi avoir mis du culte Genie Stealer? Alors d'abord la partie tyrannide qui est assez... c'est vraiment le type de tyrannide qu'on voit beaucoup en ce moment. On voit le retour des Genie Stealers avec les Termagants. Et donc en fait, ces unités-là ont beaucoup bénéficié du fait qu'il y a la full reroll des touches qui est maintenant disponible. Avant, il n'y avait aucune reroll chez le TT, donc en fait on touchait à 4 et c'était difficile. Maintenant avec la full reroll des touches, ça les rend vraiment avec des gros bonus. Et surtout un stratagème qui permet de faire des 6 explosifs lorsqu'on attaque. Et donc si on a une unité de plus de 10 figurines, il me semble, ça fait 3 touches pour chaque 6 qu'on fait lorsqu'on attaque. Et du coup les Genie Stealers ont beaucoup bénéficié de ça puisqu'ils font un gros volume d'attaque. Full reroll, on fait plein de 6 et ça fait on se retrouve avec un nombre de touches insane pour 12 Genie Stealers, on fait 60 touches, youpi tralala et tu tues tout ce que tu veux. Le Thermagone dans la même idée, en fait, ça a beau ne pas avoir de PA, ça va faire un tel volume de tir qu'en fait quasiment tout y passe. Et comme tu disais, les F-Guards qui sont excellents dans cette méta, puisqu'en fait les tables WTC sont quand même relativement chargées au niveau des décors, et tirer sans ligne de vue, en ignorant les couverts, avec force 8, et pouvoir tirer 2 fois avec les 6 explosifs, en fiabilisant avec la full roll des touches, en fait, on se retrouve à tuer quasiment toutes les unités du jeu. D'où le fait qu'on en voit 12. Et le petit bonus de ce détachement Empereur à 4 bras, c'est que déjà, ça te donne des petites unités de scoring pas chères, des mecs en faible pour faire des unités, mais surtout, c'est d'apporter le plan sur 4 générations, qui est l'équivalent de l'ancien Vect pour le Drukhari, qui, en fait, pour 3 PC, permet de dire, toi, ton stratagème, à ce moment-là, tu le fais pas. Si tu lances un dé de 2 à 6, il le fait pas. Et ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, contrairement justement aux Drukhari qui ont eu un codex où ça a été adapté, là c'est encore l'ancien stratagème, donc c'est toi, tu ne le fais pas. Ça peut être limite braverie, ça peut être n'importe quel stratagème de n'importe quel codex, c'est quand même super fort. C'est très très fort, il y a vraiment des match-ups où ça change tout, typiquement un match-up miroir tyrannide, toi tes Elgard ils tireront pas 2 fois. Par contre les miens oui. Et dans un match-up où le but c'est de tuer tous les Elgard en face, c'est vraiment très fort. Yes, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi justement sur le culte Genie Stealer et leur ancienne, mais peut-être conservée demain, méthode de déploiement à base des blips, c'est-à-dire des pions qu'on met à la place des unités au déploiement. Alors la grosse faiblesse de ces listes tyrannides, c'est les F-Guards ça tire très bien, par contre on n'a aucun moyen de se désengager et de tirer. Donc à partir du moment, comme Méléman russe, si tu mets pouf, touché, en fait il ne tire plus. Et donc un moyen d'éviter ces ultra d'agression à base de 60 assassins ou à base de commandos ou tout ce que j'ai dit qui s'infiltrait, et bien en fait on met ces blips de culte Genie Stealer, on peut même en mettre plus que 3. En claquant un PC, on peut en mettre 6. Donc en fait, tu te retrouves avec un champ de force anti-figurine, puisque en fait, les figurines ennemies au tour 1 ne peuvent pas arriver à moins de 9 pas de ces blips-là, c'est-à-dire les petits marqueurs qu'on met au bord de la zone de déploiement. Et en fait, tu as une sorte de champ de force invisible qui empêche toute unité de passer. Yes. Honnêtement, super liste, je trouve qu'elle est super harmonieuse, en tout cas, enfin, pas au niveau modélisme, mais au niveau, non, mais en fait, au niveau, elle va contrer les faiblesses qu'on attend d'un tyrannide et des peu de chances qu'on a de le battre avec des concepts en face. Là, il y répond quand même très, très, très bien, sauf au Manticore dégâts 3. Après, Philopane Assis Léviathan, ça embête un peu, mais je suis sûr que le Poète, c'est un joueur historique des tyrannides qui a toujours créé la méta, en tout cas, de ces factions-là, et je suis sûr qu'il va très bien le jouer et qu'il sera tout prêt pour le Big Four. Ensuite, pour continuer chez Paris United, on va avoir Lolo qui va jouer Iron Man, une liste
plus conventionnel au niveau Ironen, il ne joue pas de gros volants à 400 points. Lui a une liste orientée alpha, mais beaucoup plus orientée finalement Dreadnought, donc tout ce qui est tankiness apporté par le Dreadnought, et ce que apporte aussi l'Ironen habituellement. Derrière, on va retrouver un concept assez intéressant qui est Petit Nico, qui va être le joueur Harlequin. Donc pareil, il joue un gros détachement Harlequin sur Spite, donc là pour le coup on a quasiment la même chose, c'est-à-dire beaucoup de transport, beaucoup de troupes de 5, mais lui par contre, il va chercher justement du Craft World avec justement le vaisseau monde custom. En fait, globalement, il joue quasiment la même liste qu'avait joué El Gringo pour le rapport de bataille qu'on avait fait pour Halloween. Et donc, en fait, finalement, il va chercher 3x3 Dark Reaper pour ignorer les lignes de vue. Donc, je trouve ça intéressant, en fait, d'aller chercher un codex pas utilisé pour aller chercher cette option de jeu-là. C'est un choix de tech, sûrement de construction de roster. Nous, par exemple, on avait décidé de mettre des Skyweaver. On a hésité entre les deux, en fait. C'est un peu les deux choix qui est possible. Et effectivement, ça se permet d'avoir du tir sur ligne de vue, du tir anti-char. Ça te permet aussi effectivement, c'est très fiabilisé, donc ça apporte un petit plus, c'est un choix différent, et de toute façon, c'est une liste qui, globalement, va scorer très bien les primaires, qui va tirer bien. De toute façon, clairement, depuis, on va dire que les codex V9 sortent, les joueurs à Eldari vont chercher ce genre de concept, et le Harlequin Craft World fonctionne quand même relativement bien, c'est assez stable comme jeu. On va maintenant présenter la liste de Zeka, qui est la liste Drukhari qu'on a décidé de retenir, en tout cas pour présenter, on va dire, une liste Drukhari sur ce roster, parce qu'on en mange beaucoup du Drukhari, surtout toi et moi en Sista, on n'aime pas ça, c'est pas compliqué. Là, on est sur une liste avec 3 détachements. Le premier, il est Rose d'Obsidienne pour les bonus à la portée. Ensuite, il va avoir la coterie Dark Technomancer pour justement la surchauffe. Oui. C'est le custom. Et enfin, un Cult of Strife. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette armée? Est-ce que tu as vu des trucs qui te font pas plaisir ou... C'est très standard, mais finalement, on a quand même 4 Chronos, on a un petit peu de Vorax pour faire chier, on a Drazar, bien évidemment. On est, je le rappelle, après le Data Slate, et finalement, plutôt que de présenter la liste, est-ce qu'on parlera pas un petit peu du Data Slate avec ce nerf des Drukhari, mais qui finalement a juste changé les curseurs? Oui, en fait, on se retrouve avec à peu près les mêmes listes, avec la différence dont on va chercher peut-être un peu plus les Chronos et les Talos, voire des grotesques. On voit des grotesques dans d'autres listes. Mais en fait, le Drukhari, il s'est pas fait beaucoup nerfer, puisqu'en fait, là où il y a eu des hops, il y a eu des baisses de points dans d'autres aspects. Donc là, on se retrouve avec une liste un peu standard, avec plein d'unités embarquées, plein de petites unités pour aller scorer, des persos très très énervés, c'est quand même la grosse force de Drukhari. Et surtout, cette possibilité de tour 1. Drazar, je l'invite plus en soirée. Parce que tu veux, moi je l'invite plus en soirée. Oui, pareil. Et la succube encore moins. Et le fait de pouvoir tout mettre tour 1 au milieu de la table, c'est quasiment ingérable de gérer les bateaux et les unités qui sont dedans. Et tour 2, en fait, on gagne l'advance et charge qui te permet en fait de charger quasiment toute la zone de déploiement adverse. Et en fait, ce gameplay-là, Drukhari est très difficile à gérer. Et en fait, c'est clairement ce genre de liste qui va aller chercher des gros scores pour aller donner la victoire à son équipe. C'est assez intéressant parce que finalement, si on regarde un petit peu le roster des PU, on va avoir Louis Tech, GK, assez standard, donc gros codex du moment. En plus, Louis Tech, gros joueur aussi. Hein. On a donc Zeka, donc on a 2 listes qui sont là pour mettre du score. On a le poète qui est là pour mettre du score. On a Petit Nico avec sa liste Eldari, c'est-à-dire Harlequin, Craft World. Quand tu joues que des mecs embarqués, comme tu disais, dans ces petits chaussons, ça peut potentiellement marquer. On a Snorri qui joue une liste Sista, par contre, beaucoup plus conventionnelle en fait que ce qu'on a l'habitude de voir. Pas mal à celle de Zig, en cœur valeureux, très tanky, qui est là pour plutôt chercher des égalités. Yes. Ensuite, on a Lolo avec ses Ironen, pareil, une liste potentiellement à alpha. On a une liste Orc aussi qui est restée conventionnelle, puisque finalement, on est sur beaucoup de véhicules, on est sur des Devcopta pour prendre la table, aller vite, bon anti-char aussi, puisque 3 Devcopta, ça fait quand même énormément d'anti-char. Lui, il joue 2 Killrig par rapport à ce qu'on a dit sur la liste de Manix tout à l'heure, et il joue bien évidemment 2 Blastajet, et bien évidemment il est Freeboota, donc c'est assez intéressant. La dernière, ce qu'on t'a pas vu, c'est les listes de Tanker en Adeptus Mechanicus, où là pour le coup on est sur quelque chose de complètement standard finalement en Admech, sauf que là ça a subi le nerf du Data Slate. C'est ça, on a vraiment un peu ce genre de liste qu'on voyait avant avec les gros packs de Rangers ou de Vanguard, les poulets canons laser. Après, même si ça a subi un nerf, ça reste quand même très fiabilisé, très relou à affronter. Il me semble que c'est un Lucius Mars. Donc ça reste avec les mêmes problématiques qu'avant, c'est juste qu'il y a peut-être un petit peu moins d'unités, ce surplus, il va s'essouffler plus vite dans le contre de sa létalité finalement. C'est ça, mais ça reste une liste, et puis je pense que s'il l'a gardé, c'est qu'il a dû la jouer longtemps et qu'il la connaît très bien. Et donc je pense qu'il a fait de LOL. Et ouais, peut-être, je ne sais pas. Et on va terminer avec la liste de l'équipe favorite, celle des Bisounours, puisque on va commencer par Zubi, pareil, qui a lâché les Sista, les gars. Alors là, Zubi, il a lâché les Sista, ça m'a fait un petit peu mal à mon petit cœur de Sista. Par contre, pour ce qu'il joue, ça me vend du rêve. Franchement, quand j'ai vu sa liste, je lui ai envoyé un message direct, je lui ai dit
Incroyable. Il va jouer Adeptus Custodes, il va jouer comme loge Shadowkeeper. Ça lui permet d'avoir justement des combos très forts, hein, le -1 la force sur les armes de tir à partir du moment où on est ciblé. Il va jouer dedans donc Trojan Valoris, déjà parce que c'est un gros ton qui permet surtout en fait une fois par game de économiser des PC sur justement la dépense. Il va jouer 2 fois 3 Custodian Guard avec des boucliers et après cet homme-là est un artiste. C'est beau. Il joue 3 Contemptor Galatus, 2 Contemptor Achillus, 2 Télémon Dreadnought, et ensuite il joue un Vexillus Praetor Vexilla Magnificae, c'est-à-dire la petite bulle de sa bannière pour avoir -1 pour être touché à toutes ses figurines. On précise quand même que les Dreadnought en Custodes ne sont pas super OP, mais qu'ils ont un Unavul. Mais qu'ils ont une grosse invue et qui, en fait, on parlait d'une méta plutôt véhicule, et là c'est vraiment l'exemple typique. C'est une méta avec du coup plein de véhicules très très tanky, plein de -1 dégâts. Tous ces Dreadnoughts là bénéficient de la règle des Dreadnoughts de -1 dégâts, qui restent très très résilients au corps à corps. Avec le -1 force, autant dire que tout ce qui va venir au corps à corps te tuera pas. Par contre, ils mettent des gros pains à côté, c'est-à-dire que typiquement c'est Custo, c'est Dread qui vont se mettre au milieu des objets, qui peuvent interventionner héroïquement si tu viens mettre du super OP devant, et qui vont te mettre des grosses tatanes, franchement c'est pas mal. Ce qui est rigolo, c'est que oui, alors après, bien évidemment, quand tu vois l'Achillus, tu te dis, ouais, il a une épée, un bouclier, c'est sûr, il fait du carac, mais les autres, ils rigolent pas non plus, hein. Mais C'est ça qui est ouf. tous. C'est ça qui est ouf, et puis comme tu l'as dit, avec le strata -1 force, tu te retrouves à être blessé sur du 6 et pas sur du 5. Il y a des paliers qui sont super intéressants, enfin, on commence à éprouver vraiment le custo, parce que pour un codex V8, il est resté fort longtemps au début de la V9, là, on attend malheureusement le codex. Le codex, c'est une liste, pour le coup, qui est unique au niveau du concept. Ouais. Je sais pas ce qu'ils vont chercher à contrer. Je pense que ce qu'ils cherchaient à contrer, c'est les armées de corps à corps d'agression multi-dégâts. Je sais pas, par exemple, il y avait le White Scar qui faisait ça un petit peu, la Sista, dans une moindre mesure avec les Repentia. Et en fait, tu peux pas aller tuer ces unités-là au corps à corps, et au tir, tu vas galérer parce qu'ils sont Shadowkeeper, parce qu'ils ont une invue. Les Télémons, c'est quasiment intuable, hein, c'est des énormes blocs. Dans du 8, un vue à 4, je reste là, je bouge pas, il bougera pas. Tu vois, ouais, les Avengers, ils ont un Hulk, lui, il en a 2. Voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, en autre lead déjà intéressante, c'est la présence d'un Thousand Sun. C'est le seul Thousand Sun du tournoi, c'est Makai. Makai qui va jouer justement le culte de la duplicité. En gros, il y a 2 cultes qui sont relativement joués en Thousand Sun. Le premier qui permet de relever notamment des figurines, et l'autre qui est le culte de la duplicité qui fait que chaque unité connaît le sort de téléportation. Là, il va jouer Harryman, un Exalted Sorcier, l'Infernal Master qui est l'équivalent d'un Chaplain, et il va jouer un autre sorcier en plus qui n'occupe pas de choix, puisqu'en fait, en gros, au niveau des QG, il a le droit en plus. En choix de troupe, il va jouer 2.5 Marines, il joue à chaque fois dedans un Warp Flammer, et derrière, 10 Sangor, et surtout, 2 x 10 Terminator, un Contemptor Dreadnought double Vulcan, donc globalement, il va faire 16 tirs de force 6, sans PA, mais dégâts 2, mais qui fait de la BS sur mortel sur du 6. Dessus, il a mis bien évidemment le petit missile cyclone. Et derrière, il va jouer 5 spawns et une spawn. Moi, je pense que l'homme du match, c'est la spawn seule. Ah, évidemment. Moi, c'est ce qui me terrifie dans ce match-up. J'ai pas compris. Les Rattlings contre la spawn, qui va gagner, je ne sais pas. si, je suis désolé. Un Hobbit ne ferait rien. Il s'enfuit. Non, mais c'est intéressant d'avoir des Thousand Suns, puisque du coup, effectivement, comme tu le dis, c'est le seul du roster, donc de tout le Big Four, donc il va probablement surprendre. Et on a vraiment toute la liste se constitue autour de ces 2 packs de 10 Terminators, avec tous les sorciers qui sont là, à la fois pour mettre des mortels, mais aussi pour les buffer. Et en fait, ce pack de 10 Terminators, il fait très 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 mal au tir, puisqu'il y a moyen de donner plus 1 en force avec le personnage, plus 1 à la blesse parce que vétéran de la longue guerre. Il va toucher à 2 rerolls avec la prescience et la reroll. Il a 30 pouces de range. Derrière, il peut toucher à 2 avec pression. Non, il a plein de tirs différents entre la Gatling, les missiles, les bolters. Et en fait, c'est une létalité au tir énorme. Au cas que ça déconne pas non plus. Et surtout, c'est très très résilient. Il est 3 PV, save à 2. Il peut monter un vue à 4. Il a un stratagème pour faire -1 dégât au tir. En fait, c'est vraiment très très Il peut se désengager et agir normalement avec un TP. Aussi, tour 1, il peut t'alpha la tronche avec finalement justement la relique du cristal et derrière une faible. Donc tour 1, tu peux littéralement avoir 20 Terminators devant toi. C'est ça. Et ce qui est rigolo, c'est quand tu connais Makai et que tu vois Makai, tu dis que c'est le genre de mec qui te bloque la table. Il le fait aussi avec ses figurines. Et oui, c'est ça. Non, je trouve ça super intéressant. En tout cas sur la chaîne, et si vous regardez, on connaît très bien ici le Thousand Sun. D'ailleurs, t'avais joué contre Mr. M, donc en fait, il a surponcé le codex quand il est sorti. Ça a créé énormément de surprises par rapport à cette lecture. On n'avait pas placé ce codex justement comme du haut du panier, et on se rend compte qu'aujourd'hui ça marche en fait. En tout cas, c'est pas gold tier, mais en tout cas ça crée des surprises, et c'est typiquement le genre de liste pour Makai où, comme tu l'as dit,
Il y a énormément de choses à faire en fait dessus, que ça soit pour les combos à la mortelle, les combos sur les tricks que tu peux faire de blocage, ou alors la puissance intrinsèque, tout simplement l'unité de Terminator, quoi. Je pense que c'est une liste qui punit très fort. Si la personne se positionne mal, elle peut perdre T1 comme tu disais avec une double téléportation. Pareil, les tirs portée 30 qui tuent à peu près n'importe quelle unité du jeu quasiment en blessant à 4, c'est extrêmement fort. Et derrière, tu as cette douche de mortel et Cult of Duplicity, je pense que c'est très bon pour un joueur qui connaît bien son codex, puisque la possibilité de se téléporter, de jouer toutes les phases et se téléporter jusqu'au tour 5, c'est extrêmement ennuyant. Et en même temps, c'est un gameplay, si jamais tu vois qu'en face ça a trop de létalité, tu restes chez toi, tu vas scorer ton Wild Withstand, tu vas mettre ton secondaire Thousand Suns, et en fait, c'est pas si mal. Enfin, vraiment, c'est une possibilité de jeu assez énorme, et ils sont extrêmement difficiles à tuer. Pour avoir joué contre cette liste, c'est compliqué. Yes. Ensuite, on va passer justement à El Capitaine, à savoir Aretas, actuel justement capitaine de l'équipe de France. En fait, en tout cas, jusqu'au 5 décembre au soir. Et là-dessus, c'est passé. Au niveau donc de sa liste, c'est un joueur GK, donc chevalier gris, c'est armé de cœur. Donc en fait, c'est trop cool parce que franchement, en plus, son armée elle est super bien peinte. On l'a vu au niveau justement du top 8, t'as joué contre lui. Donc franchement, c'est juste trop cool. Il joue une liste qui est quasiment similaire, dans lequel il va jouer un premier détachement qui est le détachement des Brutters, dans lequel il va jouer un Tech Marine, un grand maître en armure Nemesis, bien évidemment. Ensuite, il va jouer 3 x 10 Interceptor. Comme il les joue par 10, bien évidemment, au début de la game, au moment du déploiement, il peut choisir que celles-ci seront scindées en 2. Et donc, globalement, il peut jouer 6 packs de 5 figurines, donc c'est quand même pas mal. Un Nemesis Dread Knight en choix de lourd. Et il va aussi avoir un deuxième détachement de type patrouille, dans lequel il va jouer la famille des Swarth Bearers, et dans lequel on va retrouver un truc miroir, c'est-à-dire finalement un Tech Marine, un Dread Knight Nemesis. Là, cette fois-ci, c'est seulement 5 strikes avec 5 halbards, c'est du super OP, c'est surtout de la taxe de troupes, pour que ça coûte que 2 PC. Et derrière, en choix de soutien, il va jouer 2 Dread Knight Nemesis. C'est vraiment la liste classico qu'on retrouve dans chaque roster de ce Big Four. Le GK fait partie des meilleures armées du jeu actuellement, et en fait avec vraiment des unités qui plient le match par rapport à toutes celles du codex. Le Nemesis Dread Knight, le Grand Nemesis Dread Knight et les Intercepteurs. En fait, typiquement les Nemesis Dread Knight tirent très fort, font du psy, closent bien, sont très tanky. Synergie en magie à base de là je te baisserai plus facilement, là je te toucherai plus facilement. Enfin... Ça peut se téléporter, ça peut désengager, tirer, charger. Beaucoup de possibilités de jeu avec des petits tricks. La téléportation quand tu te fais tirer dessus. L'invue à 3 pour tanker très fort une phase adverse. C'est vraiment un potentiel de jeu assez énorme et qui joue toutes les phases, tir, close et psy. Et c'est vraiment une liste à craindre dans chaque roster. C'est difficile à gérer pour qui que ce soit. Yes, est-ce que tu penses aujourd'hui que le GK, bon tu l'as dit, ça chasse énormément de choses, mais c'est plutôt est-ce que tu penses que le GK a-t-il un Nemesis? Moi, celui qui me vient en tête directement, c'est le Tyrannide. Pourquoi? Parce qu'en fait, on revient avec ces packs de Hiveguard qui ont beaucoup de létalité. Force 8, PA-2, Ignore Cover, dégâts D3. En fait, si jamais il commence, le GK peut pas faire grand-chose puisqu'il peut pas vraiment se cacher face à cette létalité-là. Et en fait, tu vas perdre peut-être 2, 3 Nemesis Dread Knight, et là ça devient très très compliqué. Surtout s'il est caché derrière des décors, on sait que le GK, sa faiblesse, c'est qu'il a pas de tir sans ligne de vue. Et en fait, tu vas pas pouvoir faire grand-chose contre ces petits tyrannides, et lui, il va swarmer sa carte pour pas que tu puisses FP pour aller cliquer les Hiveguard, et en fait, ça close le match. Donc je pense qu'un des gros contres du GK, c'est cette liste tyrannide. Yes. On va aussi parler maintenant de la liste de Grimjolo, donc qui est un des nouveaux joueurs de l'équipe des Bisounours, dans le roster 1 en tout cas, qui lui va jouer Death Guard avec un concept, alors je sais pas si il l'avait trouvé tout seul, en tout cas un concept qui a fait pas mal de bruit aux États-Unis quand il est arrivé. En fait, c'est le fait de jouer en 2000 points, mais de garder en renforcement 105 points pour pouvoir invoquer un démon, puisqu'il existe aujourd'hui au niveau du Codex Démon et au niveau d'une fac des Chaos Knight, le fait de se dire, n'oubliez pas, une figurine marquée de Nurgle, si elle est un personnage, peut, comme il est dit dans le Codex justement Démon, invoquer en fait des unités. Or, on le sait aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure justement avec le fait de casser des détachements, notamment les sorts de bataille, à partir du moment où tu vas chercher dans un codex hérétique Astartes par exemple des démons, ça te casse tous tes bonus, donc tous les bonus de la Death Guard. Or là, tu ne les joues pas, tu les invoques pendant la game. Donc, tu as le droit de le faire. Et ces 105 points ont un nom, ce nom c'est Epidemus. Il était très occupé ces dernières années. Là, il va être occupé beaucoup en ce moment parce que je pense qu'il y a pas mal de listes qui vont l'invoquer. Le pauvre, il est en pile pépère. Et on va lui demander de compter des coccinelles. En tout cas, lui, il va jouer un Malignant, il va jouer un Taliman, il va jouer un Chaos Contemptor Dreadnought, donc double Volkit. On en a parlé tout à l'heure, il est joué dans quasiment toutes les listes, celui-là. Ouais. Il va jouer 3 Flétid Blood Drone, il va jouer ensuite un Prince Démon avec elle, il va jouer 3 Mephitic Black Hauler, donc ces petites coccinelles, et il va jouer ensuite 3 Plague Burst Crawler. La particularité en fait d'Epidemus, c'est le fait qu'à partir du moment où sur la table,
des unités meurent, ils buffent Nurgle. Ouais. Et comme là, tout est Nurgle, finalement, tu passes avec des véhicules, en l'occurrence des véhicules qui normalement n'étaient pas buffables, à des figurines Nurgle qui sont buffées par le fait qu'elles sont Nurgle. Ouais. C'est très fort, en plus c'est des bonus assez insane, surtout sur des véhicules, puisque déjà un bonus qui donne la reroll des 1 à la touche à tout Nurgle. Alors que t'es pas base, normalement. 2 unités tuées, si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, t'es pas base et tout, mais non, t'as full reroll des 1 sur tout le monde, même les Plague Burst, ça fait plaisir. Et ensuite, tu peux monter jusqu'à plus 1 en endurance. Alors là, tu te retrouves avec des Plague Burst Crawler, endurance 9. Déjà que c'est des galères à tuer avant, maintenant c'est encore pire. Et forcément, toute son armée, c'est un Death Guard, moins 1 dégât. On est encore dans cette idée de réduire la létalité en face. Et c'est extrêmement ennuyant à aller chercher. Même en étant très anti-véhicule, je pense que c'est compliqué à aller chercher comme liste. Après, la faiblesse de ce genre de liste, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de super OP pour scorer les primaires. Ça peut être nulé assez facilement. Mais clairement, la létalité qu'il y a en face, et en fait, on sait que cette liste-là, elle peut pas se faire table rasée. C'est impossible. Et donc, il va avancer petit à petit, Death Guard, hein, j'avance, je me fais tirer dessus, mais je meurs pas. Et petit à petit, je grignote l'adversaire jusqu'à gagner. Yes, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, là, on est donc sur le roster de l'équipe des bisous. On voit quand même globalement 2 listes qui sont quasiment pas tuables. On a la liste de Zubi avec la liste Dreadnought Custodes, et là on est la liste de Grimjolo. Donc c'est rigolo de voir qu'il y a des rosters qui sont très orientés attrition, peut-être même pas terre indépendant, mais en tout cas pour qui ils peuvent s'envoler en score, notamment les semi-croustillants. Et là les bisous, où eux ils visent une forme de stabilité en fait par rapport à ça. C'est assez intéressant. C'est deux façons de voir les choses différemment, surtout sur les listes qui sont faites pour nuller. Il y a des listes qui sont faites pour nuller où les joueurs vont plutôt jouer chez eux tout seuls en fait. Et eux ils sont partis du principe que les listes qui sont là pour nuller vont aller faire aller devant et elles vont pas mourir parce qu'elles seront hyper tanky. En fait c'est 2 visions différentes d'aller nuller l'adversaire. Et je pense que ça va être intéressant à jouer. Puis c'est des listes qui demandent beaucoup de skill. Forcément quand on joue le jeu, qu'on va au milieu de table, faut pas se faire piéger. Et forcément les bisounours, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont bien les jouer. Donc ça va être intéressant. Enfin moi c'est vraiment ce genre de liste sur lequel j'ai pas l'habitude de jouer. Et je pense que les voir jouer, ça va être très intéressant. La dernière liste qu'on va voir ce soir, c'est la liste de Chasso Cassad. Donc Chasso Cassad qui est un joueur reconnu pour le coup dans le monde en taux. Oui, c'est vrai. Or là, il joue à Startest. Ça on le savait parce qu'en fait en gros depuis les Winter Team Championship de 2019, il avait lâché le codex et il était parti en Space Marine. Il les avait joués aussi en championnat du monde si je dis pas de bêtises. Et là, il joue full Dark Angel, avec que des unités iconiques Dark Angel. Il a un concept pour le coup là, de liste qui est assez intéressant. Donc en Dark Angel, il va jouer 2 QG, 2 Talon Master. Donc véhicules inciblables, des petits speeders inciblables, personnages, des putains de lieutenants. Ensuite, il va jouer 3 Ravenwing Bike, 3 Ravenwing Bike, 2 Lance Speeder Vengeance. On rappelle quand même qu'en Dark Angel, le Lance Speeder Vengeance, il a une batterie à plasma et que derrière, il peut claquer un stratagème pour passer des gars flat 4. Enfin, mine 2, c'est des unités qui font quand même pas rigoler. Derrière, il va jouer Samael, il va jouer un Tech Marine, il va jouer 3 x 2 Deathwing Command, qui sont tout simplement des figurines par 2, gardes du corps, beaucoup plus tanky en fait que ce qu'on a d'habitude. Surtout pour les gardes du corps avec les petits persos sur Landspeeder là, yes, donc, exactement. pour les rendre inciblables. Et derrière, il va jouer un Dreadnought Redemptor et 2 Relic Contemptor Dreadnought avec à chaque fois double Vulkit et aussi 3 Inceptor Squad avec plasma. Parce que 2d3 tirs par figurine, qui peut passer des gaffes à 3, avec vraiment, je trouve ce concept Dark Angel bien loin de ce qu'on avait l'habitude de voir par le passé avec, tu sais, toutes les motos d'assaut. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, historiquement, quand le codex Dark Angel est sorti, tout le monde a foncé sur la partie Deathwing en disant waouh, c'est trop tanky. Les Américains, eux, ils sont directement partis vers justement la Ravenwing, qui était encore finalement beaucoup plus tanky tout en étant mobile, donc qui pouvait jouer sur les secondaires. Alors qu'en fait, les joueurs tanky avec la partie Deathwing ne jouaient que sur le scénario secondaire, enfin l'objectif secondaire de la Deathwing qui permettait de prendre un objectif et de l'avoir toute la game pour marquer tes 15 points. Et là, il part encore sur autre chose, et comme tu l'as dit, en fait, les tricks qu'on fait nous avec Sainte Célestine, il fait avec tous ses speeders. Ah ouais, trop facile. Et puis, et ça tire, c'est vraiment, c'est très intéressant comme liste. Chasso, c'est un joueur historique qui joue depuis très 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 longtemps, et je sais que cette liste, il la ponce, il joue DA depuis quasiment 1 an, donc je pense qu'il l'a fignolé, et là, c'est un peu un petit bijou, quoi. Ouais. C'est sa petite liste, il connaît parfaitement, il doit connaître chacun de ses match-ups absolument par cœur, et c'est très intéressant parce que ça reste très létal en anti-char, très mobile, l'invue partout, le super OP, les petites motos. Il y a quasiment une invue à 4 sur quasiment tout ce qui va être visible, si t'arrives à sniper les persos en plus. Donc, Et du coup, il a les persos en anti-masse, tout le plasma, il a beaucoup d'anti-char. Non, vraiment, c'est une liste qui est assez forte. Et pour un Space Marine, on a des concepts de Space Marine très différents. Et celle-ci, je pense que ça va très bien fonctionner. Je pense que c'est une très bon match-up, une très bonne liste pour aller chercher des nuls, voire des victoires sur des listes mécanisées. On a fait le tour des Wargamers justement de l'analyse des listes. On va se retrouver dans quelques instants justement sur le floor de ce Big Four, puisqu'en fait, au moment où on tourne cette vidéo, les Big Four ne sont pas joués. Toi, vraiment,
qu'est-ce qui t'a surpris le plus à la lecture de ces listes? Puisque on rappelle en fait que ces listes sont disponibles 2 semaines avant justement l'événement. Ça vous laisse le temps de pouvoir justement les lire, s'entraîner contre. Une semaine avant l'événement, vous savez justement les scénarios qui vont être joués au moins pour la première game. Derrière, combien de temps vous savez contre qui vous allez jouer pour vraiment pouvoir train toutes les listes adverses? On n'a jamais le temps de train toutes les listes adverses. C'est aussi la raison de cette créativité sur le Big Four, puisqu'en fait on se retrouve avec juste un seul week-end pour lire les listes adverses, comprendre comment ils fonctionnent et faire les entraînements qui nous paraissent les plus importants. On se retrouve avec des listes très créatives, très nouvelles, avec des match-ups qu'on ne connaît pas. Et moi, en tant que personne qui fait l'appariement pour mon équipe, ma plus grosse peur, c'est que dans l'estimé, c'est-à-dire chaque joueur en amont de l'événement estime combien il va mettre face à telle liste. Et en fait, à la base de ces estimés, on choisit qui affronte qui dans la rencontre. Et en fait, faire une erreur d'estimé, c'est-à-dire typiquement, moi demain, je me dis avec mes ratlings, je mets 20-0 au Dark Angel, et finalement, ça se passe pas du tout bien et je perds 20-0. Bah en fait, ça rechange complètement l'estimé. En fait, on peut très facilement perdre une ronde là-dessus. Donc la plus grosse crainte que j'ai, c'est de me tromper là-dessus. Effectivement, c'est là où toute la séquence d'avant Big Four est quasiment aussi structurante que l'événement lui-même, puisqu'en fait, c'est la préparation, la lecture, la discussion. C'est là où le jeu en équipe prend tout son sens, puisqu'en fait, on va discuter chacun avec les spécialistes des codex, des forces, des faiblesses, des tricks, des bonus, aider chacun au niveau de l'estimé de sa liste pour arriver le jour J avec le meilleur plan de jeu possible et essayer de gagner, tout simplement. On se retrouve cette fois-ci les Wargamers donc en direct de Évry-Courcouronnes chez l'association des Aces qui héberge ce Big Four en compagnie de Lamar. Donc tu sors là justement des 3 games, donc vous êtes tous affrontés. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cet événement et aussi est-ce que tu peux nous annoncer les résultats? Moi j'ai beaucoup aimé cet événement, ça s'est très bien passé, l'orga était au top, vraiment le niveau était très élevé, on a vraiment un niveau très homogène avec des parties à chaque fois très serrées, donc c'était vraiment super sympa et moi j'ai eu des adversaires au top, donc je me plains pas du tout. Est-ce que tu penses que c'est lié à la maturité de cette édition qui a mis longtemps à arriver, certainement à cause du Covid et de Game Workshop, mais qui aujourd'hui a un nombre de codex V9 qui est là? Il y a cet aspect-là, mais je pense qu'il y a aussi un aspect communautaire dans le sens où on s'est beaucoup entraîné ensemble avec Tabletop Simulator en ligne durant le Covid. Et là, c'est l'après-Covid, on se retrouve, on se connaît avec des métas très variés, des joueurs qui se sont beaucoup entraînés, ce qui fait que l'affrontement est très serré. Et donc pour les résultats finaux, on se retrouve avec la 4e place, les Bisounours, du coup ex-équipe de France. On a en 3e place le Cartel des Trolls, l'équipe du coup de Lyon-Grenoble, etc., qui sont à la 3e place. Après avoir perdu contre les gagnants en finale. À la 5e place, il y a mon équipe, les semi-croustillants, ont fini 2e, donc on est assez content de ce résultat. Et en premier, on a les Paris United qui finissent avec 2 wins et 1 égale, donc ils ont vraiment roulé sur le tournoi et qui deviennent du coup, en tout cas, qui nomment le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. On se retrouve les Wargamers cette fois-ci à côté de Mathieu Jancourt, champion du monde en solo en 2018, sélectionné en équipe de France en 2018-2019 et aussi justement capitaine de l'équipe de France en 2019. Capitaine aussi justement de l'équipe des Bisounours qui là faisait partie de ce Big Four. Malheureusement tu perds ton capitanat aussi, justement ton rôle de sélectionneur en équipe de France. Justement en fait, tu perds justement cette casquette de sélectionneur, mais tu es toujours un joueur sélectionnable, puisque toi, en tout cas, dans l'année de capitanat que tu avais eu la double casquette de capitaine et aussi de joueur. Là, tu restes toujours sélectionnable en tant que joueur. Qu'est-ce que tu peux souhaiter, en fait, justement, à LoL, qui est le nouveau, justement, sélectionneur? Quelles ont été, toi, les doléances que tu avais par rapport à cette casquette que tu avais, justement, où tu avais pris la main sur le capitanat, aussi bien de l'équipe Bisounours en 2019 et aussi de cette équipe de France? Quelles ont été un petit peu, justement, les enclaves que tu avais et qu'est-ce que tu aurais aimé faire pour cette année? Et donc, qu'est-ce que tu souhaites à LoL? En fait, déjà, on était arrivé, je pense, à un point dans la communauté compétitive française où la plupart des grosses équipes étaient conscientes qu'en fait, les meilleurs joueurs de France ne sont plus tous dans la même équipe. Et je pense que vraiment tout le monde en est conscient. Et là, quelque part, c'est idéal pour LoL de devenir sélectionneur maintenant parce que ça va être l'occasion pour lui d'appliquer vraiment cette mentalité-là à sa sélection. Je lui souhaite vraiment du courage, je lui souhaite vraiment de la réussite là-dessus. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment, je le répète. Moi, j'y crois. Je crois vraiment qu'on peut avoir une équipe de France beaucoup plus forte que si on n'était qu'une seule équipe. Les années précédentes, c'était le cas, pas le cas, etc. Le fait est que ça n'a pas forcément été fait. Je pense que vraiment cette année, s'il devait y avoir une année où ça devait se passer, ça devait être celle-là. Yes. En fait, c'est aussi la maturité de la FEC qui a justement écouté les différents capitaines, puisque avant la sélection, le capitanat était donné très peu de temps, finalement quelques semaines, voire mois avant les championnats du monde. Là, il va se passer quasiment 6 mois avant justement août en Autriche. Donc, ils vont avoir le temps aussi justement de mettre en place beaucoup de choses. Oui, ça c'était vraiment une doléance qu'on avait, c'est que entre le moment où l'équipe était qualifiée fin mai, il restait 1 mois et demi pour vraiment créer une équipe, créer une émulation, être sûr que les joueurs s'entendent. Il y avait trop de choses à faire en très peu de temps et du coup, ça ne laissait pas assez la place pour
expérimenté, pour se dire lui là-bas je vais le tester, on va voir comment il se débrouille en tournoi, la mentalité, etc. Non, c'était pas possible. Là, vraiment, il y a 6 mois, ça va être cool, on va vraiment pouvoir essayer des choses. Et on se retrouve cette fois-ci les Wargamers en compagnie de LOL, que vous connaissez d'ailleurs sur la chaîne, cette fois-ci avec la casquette du capitaine de l'équipe des Paris United, équipe qui a gagné ce Big Four. Ça fait de toi justement donc le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Félicitations à toi mon LOL. Il va falloir que je trouve un nouveau co-animateur pour les Worlds cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Big Four et après de ce résultat? Big Four top. Très beau niveau. Une tension, mais une tension saine. Des gens très beaux. Ouais, surtout fit. On sent que le confinement a servi. Une bienveillance, une tension saine, compétitive, un super niveau, vraiment un super niveau. Moi j'ai connu beaucoup de D1 qui était l'équivalent du Big Four, où il y avait des gros gaps. Là non, il y a eu des belles surprises dans les deux sens. Toutes les rondes ont été tendues. Les dernières rondes finales, bisous semi ou nous contre les cartels, ont été ultra tendues. C'est jusqu'à la dernière game, donc c'était vraiment pour ça, c'était un super week-end de Wargame et en plus dans un super spirit. Yes. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, tu es le nouveau capitaine de l'équipe de France, sélectionneur de l'équipe de France. Tu as ton petit brassard qui t'offre tous les droits, qui t'ouvre toutes les portes des soirées parisiennes. Entre autres. Qu'est-ce que déjà ça te fait d'endosser cette casquette, la responsabilité de ce rôle? Tu es quelqu'un qui se met beaucoup la pression et qui a un rôle aussi très paternel envers tes joueurs. Là, tu vas pouvoir justement l'appliquer à une équipe de France. Qu'est-ce que tu attends justement de cette communauté, des autres capitaines finalement des autres équipes? On a Tatas qui est sortant, qui a un gros potentiel en joueur solo et aussi qui a fait quand même un très beau capitanat, qui a refédéré une équipe puisque en même temps qu'il arrive capitaine de l'équipe de France, il arrive capitaine des Bisous. Et là justement, c'est toi qui reprends le flambeau. Qu'est-ce que tu vois pour 2022? Ce que je vois, c'est ce que je vois et ce dont je parle depuis des années. En fait, c'est le fait un concept auquel je crois et la Ligue et ce qu'a mis en place la FEC et dans cette logique-là, c'est un sélectionneur. Je vais être sélectionneur. Je ne vais pas travailler seul. J'ai pas d'omnipotence. J'ai pas la parole d'évangile. Donc moi, je veux sélectionner, mais je vais pas sélectionner seul. Je vais sélectionner, je pense, entre autres avec l'aide des autres capitaines du Big Four, parce que s'ils étaient au Big Four, c'est pas pour rien. Avec mes lieutenants, parce que mes lieutenants m'aident beaucoup. Pour moi, le fait d'avoir pris ce capitanat-là et cette sélection va permettre de faire une transition. Et si je ne dois servir qu'à la transition, je serai déjà heureux. Yes, pour expliquer un petit peu, parce que tu parles de tradition, historiquement en fait, parce que déjà le planning était différent, c'est-à-dire que le sélectionneur était nommé que quelques semaines, voire quelques mois avant les championnats du monde, il n'avait pas tellement de temps justement de faire une vraie sélection, et finalement le capitaine gagnant de ce Big Four partait avec l'équipe telle quelle, entre guillemets, au championnat du monde. Et ça fait que la doléance qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas nécessairement les meilleurs joueurs au monde, les meilleurs joueurs en France, mais on avait justement juste l'équipe qui avait gagné le Big Four. Or là, toi, ta vision veut être plus transverse, tu parlais de transition, c'est justement pour casser un petit peu ces silos entre les équipes. Exactement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 72-73 équipes inscrites à la Ligue. On a sûrement une des plus grosses communautés d'Europe, voire du monde, de joueurs, peut-être pas versus les US ou la Russie. Mais en tout cas, fédérés, si. Oui, fédérés. Il n'est pas possible de croire que les 8 meilleurs joueurs sont dans la même équipe. C'était historique pour les Bisous, parce que les Bisous étaient au-dessus, clairement, en méta, mais c'était sur une communauté qui était plus petite. Aujourd'hui, on l'a vu sur le Big Four. C'est-à-dire qu'il y a des très bons joueurs par Dex, par niveau, par spirit dans toutes les teams. Le fait de casser ces silos, ça va aussi ouvrir un petit peu ton méta, puisqu'ils vont partager les informations. Exactement, la preuve en est, c'est que y a des joueurs qui sont dans le sud qui connaissent le méta italien, espagnol, il y a des joueurs qui sont avec les Suisses, qui connaissent le méta suisse, on a des joueurs qui sont proches de la Belgique, qui jouent avec les Belges, avec les Allemands, avec les Hollandais. Et on l'a vu, nous on avait découvert plus d'une fois le méta anglais par exemple, qui sont des métas qui sont très différents. Donc oui, il y a ça, il y a aussi le fait que c'est une saine compétition. Il n'y a pas d'acquis, c'est pas parce que j'étais dans l'équipe qui a gagné, et mon équipe le sait, que c'est bon, je pars. Non, ça se fait pas comme ça. Déjà aussi pour plein d'autres raisons, on en parlait tout à l'heure, mais faut partir. C'est une semaine, c'est un petit billet, la FEC aide, merci à elle, mais faut partir, faut savoir jouer en anglais, faut tenir la pression, faut enchaîner les games. Donc faut physiquement, c'est une compétition, c'est pas juste. Et on l'a vu là ce week-end, on a fait que 3 games et vous faites le tour et tout le monde est rincé. Hein. Et là c'est 3 jours, 2 games par jour versus des grosses teams. Donc voilà, donc ça passe par plein de variables, je pense. Le niveau de jeu en fait partie, le méta, la vision du méta en fait partie. S'il y a une chose qu'on peut réussir à créer à travers ce qui vient de se passer, c'est-à-dire le détrôner les Bisous qui étaient là depuis 12 ans, c'est faire une transition vers ça. Et moi c'est ce que je veux. J'y arrive, tant mieux. J'y arrive pas, au moins j'aurais essayé. Et j'espère que ça mettra un jalon. Ça se passera peut-être pas cette année, peut-être que cette année les résultats seront peut-être pas là. C'est pas même pas pour pas me mettre de pression, c'est parce qu'on sort de 2 ans de Covid et ainsi de suite.
en espérant que le WTC ait lieu déjà. Mais c'est pour moi le changement qui est nécessaire en France. On a une des plus grosses communautés. Il n'est pas normal qu'on n'en bénéficie pas ou qu'on n'en profite pas. Toutes les sélections, tu l'avais dit, quand on avait interviewé les capitaines anglais, allemands, danois, américains, ils ont tous une sélection qui est différente de la nôtre. Donc voilà, moi je veux ça. Voilà. Et pas de chance, vous m'avez donné le brassard. Donc si j'y arrive, tant mieux. En tout cas, je pense que c'est une transition nécessaire. La FEC a mis en place des choses pour que, j'espère, respecter au moins ce mandat, ce contrat moral, et avec les autres capitaines. Puis au pire, ils pourront te prendre pour le capitaine de l'Afrique du Sud. Oui, exactement. Je crois que le Mali, monte une équipe. Non, mais voilà. En tout cas, encore félicitations à toi. Ça fait très longtemps justement que déjà tu es dans la scène compétitive, que tu fais aussi beaucoup pour la communauté. Ça a été justement le fait d'organiser des choses avec l'association des Paris United historiquement depuis quasiment 2014 en Ile-de-France. Et là, justement, tu es sacré capitaine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que la communauté peut te souhaiter pour 2022? Alors me souhaiter pas grand-chose en fait. Moi, ce que j'aimerais et ce que j'attends de la communauté, c'est un vrai soutien pour que cette transition ait lieu et qu'on aille dans le même sens. Voilà. Donc, pas me souhaiter, mais que la communauté soit derrière nous tous, pas derrière moi. J'ai pas d'ego là-dessus. Qu'on soit tous dans la même ligne. C'est essayer de construire la meilleure équipe de France. C'est le rôle premier de la FEC, c'est le rôle de ça. Donc jouer le jeu aux ligues, jouer le jeu sur les tournois internationaux par équipe, même individuels, pour qu'on soit dans cette logique-là. Tester des concepts et donc les remonter sur le Discord. On a plein de TTS, on a plein de moyens de monter la communauté. Donc moi, ce que je souhaite, c'est pas ce que je veux que la communauté me souhaite, mais ce que j'aimerais, c'est que la communauté soit là, soit dans cette logique-là, bienveillante et tous ensemble dans la même direction. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire à ma petite échelle avec cette casquette-là. D'accord. Monsieur le capitaine de l'équipe de France, un grand merci à toi, LOL. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.